Salam alaikum. Cette séance, c'est la deuxième séance du chapitre 3. La première séance, on a vu la définition de déterminant, les propriétés et méthodes de calcul de déterminant. Aujourd'hui, on va regarder et définir le déterminant d'un endomorphisme, la résolution du système de Cramer. On va regarder c'est quoi un système de Cramer et c'est quoi sa résolution. Puis enfin, on va voir un exercice qu'on va résoudre. Mais avant tout, on va regarder un cas particulier de matrice très important dans les systèmes et dans les matrices. C'est la matrice diagonale. Si vous avez une matrice diagonale, donc vous avez la diagonale et vous avez à l'extérieur des zéros, à l'extérieur de la diagonale de 0. Son déterminant, c'est facile à calculer, c'est le produit des éléments qui sont dans la diagonale. Et ça donne beaucoup d'informations sur la matrice. Donc, s'il n'y a pas de 0 ici, donc le déterminant il est non nul. S'il y a un 0 ici, le déterminant est nul. Si le déterminant est nul, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant est non nul, ça veut dire que la matrice D il est inversible. Donc, en regardant que la diagonale de D, on va savoir c'est quoi le déterminant, et donc c'est le produit. Et s'il y a un 0 parmi les DI, alors la matrice n'est pas inversible. Si tous les DI sont différents de 0, la matrice elle est inversible. Cette observation, elle est aussi valable pour les matrices triangulaires à la fois inférieures et supérieures. On va visualiser ceci pour une matrice qui est triangulaire supérieure, mais le même résultat est valable pour les matrices triangulaires inférieures, puisqu'on sait que le déterminant d'une matrice égale le déterminant de sa transposée. La transposée d'une matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire inférieure. D'accord? Bon, le déterminant de T, c'est aussi comme celui de D, c'est seulement le produit des éléments qui sont dans la diagonale. C'est les éléments qui sont dans la diagonale, c'est T11 fois T22 jusqu'à TNN. Et donc, s'il y a un 0, la matrice n'est pas inversible. S'il n'y a pas de 0, la matrice est inversible. Bon, ça c'était pour la remarque. Maintenant, passons aux sections 3, paragraphe 3. On va définir le déterminant d'un endomorphisme. Rappelons qu'un endomorphisme, c'est une application linéaire de E dans lui-même, dans l'espace vectoriel E dans lui-même. C'est ça un endomorphisme. Mais comme il s'agit de calcul de déterminant, on va regarder que les espaces de dimension finie. E est un espace vectoriel de dimension finie. Et on va prendre une base. Pourquoi une base? Parce que c'est cette base qui va nous donner la matrice de F. Et donc, le déterminant de F, de l'endomorphisme F, c'est le déterminant de sa matrice dans la base B. Remarquez, la première base est B et la deuxième base est B. Ce n'est pas la matrice B'. Ce n'est pas la matrice de F de B dans C. C'est la matrice de F de B dans B. La même matrice dans le départ. Et c'est la même matrice dans l'ensemble d'arrivée. Ça va donner une matrice de F. Et donc, le déterminant de F, c'est le déterminant de cette matrice-là. La base de départ, c'est B. Et la base d'arrivée, c'est B. Une petite application de la définition. On va donner un exemple d'application d'endomorphisme. Défini de R3 dans R3. Donc, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Et on va prendre B, la base canonique. Et on va prendre l'expression de F, c'est ça, 2x plus y moins z pour la première composante. X moins 2y plus z pour la deuxième composante. X plus y plus z pour la troisième composante.
Donc, il faut calculer la matrice de F. La matrice de F dans BB, donc il s'agit de calculer F de E, E1, F de E2, F de E3, et donner les coordonnées relativement à E1, E2, E3. F de E1. Donc, F de E1, ça veut dire que le X égale à 1, et les autres, c'est 0. Donc, si le X égale à 1, ça veut dire que c'est 2. Ça, c'est 1, ça, c'est 1. Donc, on va trouver 2, 1, 1. C'est ça, 2, 1, 1. Maintenant, F de 2, E2. F de E2, c'est le Y qui est égal à 1. Les autres, c'est 0. Donc, c'est 1, moins 2 et 1. C'est 1, moins 2 et 1. Le F de E3, c'est le Z qui est égal à 1. Les autres, c'est 0. Donc, c'est 2, c'est moins 1, 1 et 1. Donc, on doit trouver moins 1, 1 et 1. Maintenant, calculons le déterminant de F. Donc, le déterminant de F, c'est le déterminant de la matrice de F dans la base B, B. Toujours mettre la même base. C'est très important, c'est ça la définition. On n'a pas de base différente, il n'y a qu'une seule base, c'est la même. Et donc, c'est le déterminant de sa matrice. Pour le calcul, on sait déjà, vous pouvez faire ici la règle de Sarus, mais pour aussi faire les méthodes de calcul, pour faire des zéros ici et ici. Pour faire des zéros ici et ici, on remplace, par exemple, C1 par C1 moins C3, puisque je mets 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, donc 2 moins 1 c'est 3, 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc ici ça va donner 0, ici ça va donner 0. Après, pour le calcul, je mets 3, je barre, je mets 3, qu'est-ce qu'elle reste? En fait c'est plus 3, d'accord, moins 2, 1, et je calcule, ça c'est moins 2, moins 1 c'est moins 3, donc 3 fois moins 3 c'est moins 9. Mais on peut se demander, si on fait une autre base, si on met la matrice de F, B', B', on aura alors, c'est quoi le déterminant de F? Alors, il n'y a pas de différence. Le déterminant de F ne dépend pas du choix de déterminant de la base B. C'est-à-dire, si vous trouvez une autre base, B', alors toujours vous aurez c'est égal à M, F, B, B. C'est-à-dire, pour notre exemple, si vous prenez n'importe quelle base, ça serait toujours égal à moins 9. Le déterminant de F ne va pas dépendre de votre choix de la base. Votre choix de la base n'est pas très important dans le calcul de le déterminant de F. Mais il faut choisir la base qui va donner les calculs les plus faciles. Le déterminant d'une application d'un endomorphisme ne dépend pas du choix de la base. Maintenant, on a les propriétés qu'on a déjà vues dans les matrices. Le déterminant de l'application de l'endomorphisme identité égale à 1. C'est la même chose. Le déterminant de l'identité IN, la matrice identité IN, ça serait quoi? Ça serait 1 parce qu'il y a ici 1, ici 1, ici 1, partout des 1. Donc, c'est 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Et donc, le déterminant de IN égale à 1. C'est la même chose ici. Déterminant de l'endomorphisme identité égale à 1. L'identité, c'est ça. Identité E, c'est X, a pour image X. C'est ça.
C'est ça l'endomorphisme identité. Maintenant, le déterminant de lambda f, ça rappelle le déterminant de lambda fois a. On a dit le déterminant de lambda fois a, c'est lambda n fois déterminant de a. C'est la même chose, déterminant de lambda f, c'est lambda n fois déterminant de f. Maintenant, le déterminant de f rongé, ça rappelle le déterminant de a fois b. Donc, le déterminant de f rongé, c'est le déterminant de f fois le déterminant de g. Maintenant, f est inversible. Ça rappelle le fait qu'une matrice A est inversible si seulement si son déterminant est non nul. C'est la même chose. Le f est inversible si seulement si le déterminant de f est non nul. Dans ce cas, vous avez aussi f moins 1, puisque f est bijective, est un endomorphisme de E dans E. Ben, c'est quoi son déterminant? Ben, son déterminant est donné par cette formule-là. Le déterminant de f moins 1, qui est un endomorphisme de E dans E, c'est 1 sur le déterminant de f. Maintenant, on va regarder le déterminant d'une famille de vecteurs. Mais ce n'est pas n'importe quelle famille de vecteurs. Il faut prendre une famille de vecteurs qui a le même nombre d'éléments que la dimension. Vous avez E un espace vectoriel de dimension n, et vous avez une famille de n vecteurs. B, c'est une base. Pour définir le déterminant de ça, on a besoin des colonnes de coordonnées. On l'a déjà fait. Maintenant, on le rappelle dans cet exemple-là. Si vous prenez cette famille-là, E1, E2, E3, qui est une base, il suffit de montrer qu'il est libre. Donc, vous avez U1, on vous donne U1 égale à 5, 4, 1, égale à 1 fois E1 plus 3 fois E2 plus E3. Il suffit de faire la somme de ça pour trouver ceci. D'accord? Quelle est le coordonnée de U1 dans cette base B? Et c'est 1. La première coordonnée, c'est 1. Deuxième coordonnée, c'est 3. Troisième coordonnée, c'est 1. Maintenant, U2 égale à 4, 3, 2. Égale à E1 plus E2 plus E3. Il suffit de faire la somme, vous allez trouver ça. Quelles sont les coordonnées? Relativement à 1, il n'y a que 1. Relativement à E2, il n'y a que 2. Que 1. Relativement à E2, il y a 2. E3, il y a 2. La même chose, E3. On va prendre égal à 3, 1, 1. Si on calcule ça, on va trouver que égal à ceci. Donc, les coordonnées de ce vecteur-là dans cette base, c'est 2 par rapport à E1, 0 par rapport à E2, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de E2, et 1 par rapport à E3. Donc, on a X1, c'est cette colonne, X2, c'est cette colonne, X3, c'est cette colonne. Maintenant qu'on sait comment trouver les colonnes X1, X2, ça c'est de X2. Comment on sait que trouver les coordonnées de U1, les coordonnées de I2, les coordonnées de N dans une base B. Donc maintenant, le déterminant de U1, U2, UN relativement à une base B, donc il faut bien fixer là, mais cette fois-ci, ce n'est pas comme les endomorphismes. Pour les vecteurs, il faut fixer la base. Le déterminant de la famille I1, I2, UN relativement à B, c'est le déterminant de X1, X2, Xn. C'est une matrice carrée d'ordre n. C'est pourquoi on doit avoir toujours le nombre de vecteurs égale la dimension de E, égale à n. Pour notre exemple de tout à l'heure, celui-là, le déterminant de U1, U2 et 3 relativement à B,
Remarquez que la dimension de R3, c'est E, ici R3, égale à 3. Et combien on a pris de vecteurs? On a pris 3 vecteurs. Il ne faut pas prendre 2, il ne faut pas prendre 4. Ça ne marche pas. Il faut prendre le même nombre que la dimension. Donc, on fait les coordonnées de x1, puis les coordonnées de x2, pardon, les coordonnées de u1, les coordonnées de i2, les coordonnées de i3. Et ça va nous donner, on remplace les coordonnées x1, on l'a déjà calculé, c'est 1, 3, 1. Les coordonnées de u2, c'est 1, 1 et 2. Et les coordonnées de i3, c'est 2, 0, 1. Maintenant, pour faciliter le calcul, on peut essayer de mettre des zéros dans la première ligne. Pour faire ceci, il faut remplacer ici C2 moins C1. Donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 3, c'est moins 2. 2 moins 1, c'est 1. Et on va remplacer C3 par C3 moins 2 fois C1. Donc 2 moins 2, c'est 0. 0 moins 6, c'est moins 6. 1 moins 2, c'est moins 1. Et maintenant, on calcule suivant la première ligne. Donc on barre aussi la première colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce déterminant-là qui est égal à moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 6 qui est égal à 8. D'accord? Donc le déterminant de cette famille-là relativement à B égale à 8. Maintenant, à quoi ça sert le déterminant d'une famille? Le déterminant d'une famille, ça sert entre autres à ce résultat très important. Le U1, U2, UN est une base si seulement si son déterminant est différent de 0. Si seulement si son déterminant pour relativement n'importe quelle base choisie est différent de 0. Par exemple, cette famille-là, son déterminant, c'est combien? C'est 8. Donc, cette famille-là est une base de R3. Bon. Quelles sont les méthodes pour montrer qu'une famille de famille qui a le même cardinal que la dimension est une base? Il y a la première méthode, c'est de montrer qu'il est libre. Ou bien, c'est une seule chose de ça, pas les deux. Génératrice. Et ici, maintenant, troisième méthode, c'est la nouvelle, c'est le déterminant de la famille est différent de 0. Mais bien sûr, il faut choisir un B. Donc, pour montrer qu'une famille qui a le même nombre de vecteurs que la dimension, elle est une base, vous savez déjà ça, c'est libre. Vous avez déjà montré que c'est génératrice. Maintenant, vous avez une troisième méthode, c'est de montrer qu'elle a un déterminant non nul. Il faut faire une seule, il ne faut pas faire les deux, comme ici libre et génératrice. Ça, c'est lorsque vous ne savez pas la dimension. Maintenant, lorsque vous savez la dimension, et vous savez que le nombre de vecteurs égale la dimension, donc montrez seulement libre, montrez seulement génératrice, montrez seulement que le déterminant est non nul. Un cas très particulier, c'est le déterminant de BB-C1, parce que BB1, la matrice X1, c'est 1, 0, 0. Le X2, c'est 0, 1, 0, etc. Jusqu'à la fin, 0, 1. Et ça, c'est l'identité. Et on a dit que le déterminant de l'identité égale à 1.
Bon, on a vu que le déterminant d'une famille, ça dépend de la base. Ce n'est pas comme l'endomorphisme. Le déterminant d'un endomorphisme ne dépend pas de la base. Mais le déterminant d'une famille U1, U2, U1 dépend de la base. Supposons qu'on a une ancienne base B qui est en rouge et une nouvelle base qui est B' en bleu. Donc on peut calculer le déterminant selon B et on peut calculer le déterminant selon B'. On peut se poser la question, quelle est la relation entre le déterminant par rapport à B et le déterminant par rapport à B'? La réponse est donnée par la proposition suivante. Le déterminant suivant la nouvelle base par rapport à B' égale à une constante fois le déterminant par rapport à l'ancienne base qui est B. Mais c'est quoi la constante? La constante, c'est le déterminant de l'ancienne base dans la nouvelle base. C'est le déterminant de B dans B'. Donc, le déterminant dans la nouvelle base égale à le déterminant de l'ancienne base dans la nouvelle base fois le déterminant de la famille dans l'ancienne base. Un cas particulier, c'est lorsque vous prenez ça égal à B'. Lorsque vous prenez ça égal à B', donc ça égale à 1. Et donc, ça nous donne ceci fois ceci. dB', d'B, c'est quoi cette famille? C'est B'. B'. Et donc, dB', B' égale à dB'. Ça veut dire que D, on aura besoin de ça. D, déterminant B, B', B, égale à 1 sur le déterminant B, B'. D'accord? Exemple. On a déjà montré que ça c'est une base. Et on va prendre E' égale à U1, U2, U3. C'est ça. U1, c'est ça. 5, 4, 1. U2, 4, 3, 2. U3, 1, 3, 1, 1. Pourquoi c'est une base? Parce que son déterminant égale à 8 différent de 0. Donc, c'est une base. On a utilisé ce résultat-là. Voilà. C'est notre nouvelle base. Maintenant, le déterminant va prendre cette famille-là, cette nouvelle famille, V. C'est 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, le déterminant de B', V1, V2, V3, d'après la proposition, c'est le déterminant de B dans B', fois le déterminant de V1, V2 dans B. Le déterminant de B', B, on a dit c'est 1 sur le déterminant de B', B. Mais celui-là, on l'a déjà calculé, c'est quoi? C'est celui-là, c'est ça le B'. C'est ça le B'. Le dB' égale à 8. Donc celui-là égale à 1 sur 8. Ce qu'il reste, déterminant de B, V1, V2, V3. Donc on doit calculer les coordonnées de V1 dans B, les coordonnées de V2 dans B, coordonnées de V3 dans B. Or, V1 égale à E1 moins E2 plus E3.
V2, regardez V2, c'est la même chose que E2. V3, c'est moins E1 plus E3. Donc, les coordonnées, donc c'est 1, moins 1 et 1. Les coordonnées de, c'est 0, 1, 0. Coordonnées de V3, c'est moins 1, 0 et 1. Donc, on calcule le déterminant. Et ça, on peut le calculer par la méthode de Saris. On va trouver que c'est 2. Donc, c'est 2 sur 8. Et donc, c'est 1 quart. Maintenant, si on a une famille U1, U2, UN. On a déjà calculé son déterminant par rapport à B. Et on a un endomorphisme F. Maintenant, on veut pas seulement le déterminant de U1, UN, on veut le déterminant des images. Et donc, le déterminant des images, il suffit de faire cette expression, cette formule. Le déterminant de F1, de F de U1 jusqu'à F de UN, c'est le déterminant de F fois le déterminant de U1, UN. Ça veut dire que les déterminants des images égale le déterminant de F fois les déterminants des antécédents. Un exemple, toujours la même application, et on vous donne U1 égale à 1, 2, 3, U2 égale à 0, 1, 1, et 3 égale à 2, 0, 1. Le déterminant de les images, c'est égal le déterminant de F fois le déterminant de B, U1, U2 et 3. Le déterminant de F, c'est le premier exemple, on l'a trouvé, c'est moins 9. Maintenant, les coordonnées, puisque c'est la base canonique, il suffit de prendre les coordonnées. 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 0, 1. Ce déterminant aussi, on peut le calculer par la méthode d'Arus, ou bien suivant la deuxième ligne, hein? D'accord? Donc c'est quoi? C'est 2 fois 1 moins 2. C'est moins 2 fois, c'est ça, c'est moins 2. C'est moins 2 fois 1, 2 et 1. Donc ça, c'est moins 1. C'est 1 moins 2, c'est moins 1 fois moins 2, c'est 2. Et moins 9 fois 2, c'est moins 18. On passe maintenant au quatrième paragraphe. C'est le système de Cramer. Donc, système de Cramer, il faut tout d'abord que la matrice soit carrée. Si la matrice n'est pas carrée, ça ne marche pas. Ce n'est pas un système de Cramer. Pour le résoudre, il faut utiliser la méthode de Gauss. Si la matrice est carrée, donc on peut espérer utiliser cette nouvelle méthode. Donc, la première chose, c'est de regarder est-ce que A est carré. Deuxième chose, regarder c'est le déterminant est non nul. Le déterminant de A est non nul. Donc, si une matrice est carrée et son déterminant est non nul, ce système s'appelle un système de Cramer. Système de Cramer. Donc, pour que ce soit un système de Cramer, il faut que la matrice soit carrée et que son déterminant est non nul. C'est-à-dire la matrice, il est inversible. Maintenant, on va passer à la méthode de calcul. Donc, on va revenir aux notations du paragraphe 2. On va écrire A comme C1, colonne 2, jusqu'à colonne N. Et B, c'est la colonne B1, B2, Bn. Et X, c'est les variables X1, X2, Xn.
Donc, dans l'ordre, la variable x, elle est liée à C1. La variable x2, elle est liée à C2. Et la variable Cn, elle est liée à Xn. Si vous changez l'ordre ici, il faut changer l'ordre ici. Bon. Maintenant, on va définir une nouvelle matrice, delta I. La matrice delta I, elle est obtenue de la matrice A. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est seulement CI. Si on met CI, c'est la matrice A. Mais on va enlever le CI, la colonne CI, on va la remplacer par B. B s'appelle le second membre. C'est ce B-là. On va le mettre ici. Et ça va nous donner une nouvelle matrice carrée d'ordre n. C'est le même type que A. Sauf qu'ils ont une colonne différente. La colonne ici, CI, mais la colonne ici, c'est B. La colonne I, c'est CI dans A, et la colonne I dans delta I, c'est B. La matrice delta I est obtenue à partir de la matrice de A. En mettant à la place de CI, on met B. B, c'est quoi? C'est le second membre de système. Et ça nous donne les formules de Cramer, théorème. Si vous avez A est inversible, ça veut dire le déterminant est non nul, alors le système AX égale à B admet une solution unique. Il a une seule solution. Si vous avez trouvé deux solutions ou trois, ça veut dire que le calcul est faux. Donc, cette solution, il est donnée par quoi? C'est-à-dire, la solution, c'est X. Mais X, il est formé par les XI. Les XI, comment on les calcule? On calcule par le déterminant de delta I sur le déterminant de A. Chaque XI, il est donné par le déterminant de delta I sur le déterminant de A. Ça veut dire que X1 égale à quoi? Égale à déterminant de delta 1 sur le déterminant de A. X2 égale à déterminant de delta 2 sur le déterminant de A. X3 égale déterminant de delta 3 sur le déterminant de A, etc. jusqu'à n. Le Xn égale le déterminant de delta n sur le déterminant de A. Et tout ça, c'est une seule solution. X1 jusqu'à Xn, c'est une seule solution. Ce n'est pas une solution. C'est une seule solution. C'est pourquoi c'est une unique solution. Faisons un exemple d'application. Remarquons, on a x, 2y, z. 2x plus y moins z. X plus y plus 2z. Et on a 2, 1, moins 1. Donc, on doit déterminer tout d'abord, on va commencer tout d'abord par définir le x, le a et le b. On va commencer par ce qui est facile. X, c'est quoi? Très important de mettre x. Donc, pour nous, c'est ça le x. La première, c'est x. La première composante, c'est x. La deuxième composante, c'est y. La deuxième composante, c'est z. Maintenant, le b. Elle va être, première équation, c'est 2. Troisième équation, c'est 1. Troisième équation, c'est moins 1. Donc, le x, il est donné par les variables. Et le b, il est donné par les équations. Maintenant, c'est quoi le a? Donc, le a, c'est C1, C2, C3. Donc, C1, c'est quoi? On a mis, c'est la première variable, c'est x. Donc, c'est la première variable, c'est C1.
c'est la première colonne. Il est lié à x. Quelles sont les coordonnées liées à x? C'est 1, 2 et 1. 1, 2 et 1. Deuxième coordonnée. Comment on le sait? On regarde le x. Quelle est la deuxième variable? C'est y. Donc on regarde la colonne qui va lier à y. Donc c'est 2. Puis c'est 1. Puis c'est 1. Maintenant, c'est 3. C'est quoi c'est 3? Quelle est la variable qui est à la position 3 ici? C'est z. Donc c'est 1, moins 1, et 1 et 2. C'est 1, moins 1 et 2. Regardons, est-ce que c'est ça donc c'est 1, 2, 1. C2, c'est 2, 1, 1. 2, 1, 1. C3, c'est 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. Le B, c'est 2, 1, moins 1, x, y, z. Donc, est-ce que c'est un système de Cramer? On va calculer le déterminant de A. Le déterminant de A, donc on sait maintenant comment calculer le déterminant. On essaye de faire apparaître des zéros en faisant cette opération-là. Puis faire apparaître des zéros dans les lignes en faisant apparaître ça. Et donc vous avez ici des zéros dans la première ligne comme dans la première colonne. Vous pouvez choisir de calculer suivant la première ligne ou bien la première colonne. Si on choisit par exemple de faire ça avec la première colonne, ça nous donne ici c'est plus, donc ça c'est moins. On barre la deuxième colonne, la première ligne, reste 3 fois 2 c'est 6, moins 0, donc c'est moins 6. Le système est donc un système de Cramer. Donc, on calcule delta 1. Delta 1 c'est quoi? Delta 1 c'est la matrice A. Dans la première colonne, on a mis B. Donc delta 1, voilà le B, et on laisse le C2 et le C3. Son déterminant, c'est le déterminant de delta 1. On fait le calcul, ça va trouver 6. Le delta 2, dans la matrice A, on enlève le C2 et on met B. On laisse le C1 et on laisse le C3. Et on calcule le déterminant. On fait ces opérations-là, on trouve c'est moins 12. Le delta 3, on enlève le C3 et on met le B. On laisse le C1 et le C2. On fait ces opérations-là, on va trouver 6. Donc, x à quoi est égal? X égale à déterminant de delta 1 sur déterminant de A. Donc, c'est 6 divisé par moins 6 égale à moins 1. Y égale à delta 2 sur delta A égale à moins 12 sur moins 6 égale à 2. Et le delta 3, c'est quoi? Et le xz, c'est delta 3 sur delta A égale à moins. Donc la solution égale à quoi? Égale à moins 1, 3, 2, moins 1. Et c'est une solution unique. Maintenant, on est arrivé à l'exercice résolu. Donc, on commence, considère l'endomorphisme F. Donc, il est défini de R3 dans R3. C'est le même espace vectoriel de départ et le même espace vectoriel d'arrivée. L'application est la linéaire. Et on considère B la base canonique de R3. La première chose, c'est calculer la matrice de F dans B. On va l'appeler M. Donc, M égale à la matrice M de F, B, B. Ça veut dire qu'on va faire F de E1, F de E2, F de E3. C'est F de ça. Et puis, c'est B ici. Donc, F de E1, donc c'est le 1 qui égale à 0, le X qui égale à 1, les autres c'est 0. Donc, c'est 2, 1, 1. C'est 2, 1, 1. Après,
c'est le 1 qui est égal à 0, c'est le y qui est égal à 1, les autres c'est 0, donc c'est 1 moins 1, 2. 1 moins 1, 2. Puis c'est le z qui est égal à 1, les autres c'est 0. Donc c'est 3 moins 1, 2. 3 moins 1, 2. C'est ça la matrice de f. Deuxième question. Calculer le déterminant de f et en déduire est-ce que f est inversible. Le déterminant de f, c'est le déterminant de m. C'est le déterminant de m, c'est ça la définition, de f, b, b. D'accord? Mais m, f, b, b, c'est m. Et donc, on va mettre m et on va faire les... Par exemple, ici, on va faire C1, on va faire C1 plus C2, parce que j'ai remarqué qu'il y a ici un 1 et moins 1. Si je mets la somme, je vais avoir un 0. Donc, 2 plus 1, c'est 3. Moins 1 plus moins 1, c'est 0. Et 1 plus 2, c'est 3. Je peux remarquer que 3, il est en facteur, parce que c'est 3 fois 1, 3 fois 0, 3 fois 1. Je le mets en facteur, et je reste 1, 0, 1. Maintenant, je peux faire 0 ici. En faisant, par exemple, L1, L1, L3 moins L1. Oui. Donc, non, c'est pas ça on a fait pour avoir le 0 ici. Le 0 ici, il est fait par comment on a fait le 0 ici? Voilà, c'est ça. On a L3 moins L1. Donc 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Et 2 moins 3, c'est moins 1. Donc c'est L3 moins L1. Et donc je peux calculer suivant la première ligne et la première colonne. Donc c'est plus, ça c'est plus 1 fois 3, moins 1 fois moins 1, donc ça c'est 2. Donc, plus 2, 3 fois 2, c'est 6. Maintenant, c'est ça le déterminant de f, c'est 6. Si vous changez la base, c'est toujours 6. Maintenant, est-ce que le f est inversible? On va regarder le déterminant de f, il est différent de 0, et la proposition nous dit que si le déterminant est différent de 0, c'est comme les matrices, f est inversible. Bon, maintenant, on vous donne une autre famille. B' égale à E', E'2, E'3 avec l'expression de chaque vecteur. E'1, E'2 et E'3. D'accord? Montrer que ça est une base. Donc, on va calculer le déterminant de B', suivant la base canonique. Les coordonnées de E1,'1, c'est quoi? C'est 1, 0, 3. Les coordonnées de E'2, c'est 1, moins 3, 1. Les coordonnées de E'3, c'est 2, 1, 4. Et on va calculer le déterminant, sur l'une avec l'une ou l'autre des méthodes. Hein. D'accord? On va, par exemple, faire ici L3 moins 3 L1. Donc, 3 moins 3, 0. 1 moins 3 moins 2, 4 moins 6 moins 2. Et je calcule suivant la première ligne, ça va donner moins 3, 1, moins 2, moins 2, ça donne moins 3 fois moins 2, 6, plus 2, c'est 8. Le déterminant est donc non nul, donc B' est une base. Calculer l'inverse de M. Maintenant, la question avant de calculer l'inverse de M, est-ce que M est inversible?
Or, le déterminant de M, c'est 6, donc c'est différent de 0, donc M est inversible. Donc, on calcule la comatrice. Donc, je vais vous donner 2 ou 3 ici. Comment on a trouvé le 0 ici? Donc, je vais revenir à M. Le M, c'est ça. Le 0, il est là. Donc, je vais voir, je vais barrer la première ligne, barrer la deuxième ligne, la première colonne. Qu'est-ce qu'elle reste? Moins 1 fois 2, c'est moins 2, plus moins, donc ça donne plus 2. Donc, c'est 0. Donc, normalement, je dois mettre plus, les signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, et après je calcule celui-là. Donc je reviens, ici c'est celui-là. Comment on a trouvé moins 3? Je commence tout d'abord par effacer ce qui est là. Donc je barre la première ligne, troisième colonne. Qu'est-ce que reste? C'est 4 moins 1, c'est 3. 4 moins 1, c'est 3. C'est 3, et avec ce moins-là, ça donne moins 3. D'accord? Etc. Donc, c'est ça la comatrice de M. Maintenant, M moins 1. On a la formule. C'est 1 sur déterminant pour la comatrice transposée. Transposer, donc mettre les lignes comme des colonnes. 4, 1, moins 3 devient 4, 1, moins 3 comme colonne. 2, 5, moins 3 devient 2, 5, moins 3 comme colonne. On sait le déterminant égal à 6, donc 1 sur 6 fois cette matrice qui est l'inverse de M. Question 5. Donnez l'expression de F moins 1. Vous avez F a pour matrice M. Donc F moins 1. Quelle est sa matrice? C'est M moins 1 dans la base B. On n'a pas changé de base. Donc F moins 1 x, y, z égale à M moins 1 fois x, y, z. Tout ça transposé pour avoir des colonnes. Pour avoir cette colonne-là. Donc 1, 6, on remplace M moins 1 par sa valeur. X, y, z, ça donne 0 fois x, 4y, plus 2z. Deuxième composante, moins 3x plus y plus 5z. Troisième, c'est 3x moins 3y moins 3z. C'est ça l'expression de f moins 1. Dernière question, résoudre le système fx, y, z égale 1, 2, 3. Vous pouvez l'écrire comme un système de Cramer. Mais ici, la question est plus facile. Si vous avez f de x, y, z égale à 1, 2, 3, comme vous connaissez déjà l'expression de f moins 1, vous écrivez x, y, z égale à f moins 1 de 1, 2, 3. Et donc, vous remplacez ici. Y égale à 2, z égale à 3, x égale à 1. Donc, 4 fois 2, c'est 8, plus 2 fois 3, c'est 6. Donc, 8 plus 6, c'est 14. La même chose, on va trouver ici 14. Ici, c'est 3 fois 1. Moins 3 fois 2, c'est moins 3. Moins 3 fois 3. Pardon, c'est 3 fois... Oui, 3 fois 1, c'est 3. Moins 3 fois 2, c'est 6. Moins 6, moins 3, moins 9, moins 12. Donc ici, c'est moins 12. C'est moins 12. D'accord? Bon, moins 12, donc moins 12, donc ici, c'est moins 2.
Voilà. On a terminé l'exercice et je vais terminer par une remarque sur le déterminant. Le déterminant, il a une interprétation géométrique, mais seulement le cas n égale à 2 et le n égale à 3. Le cas égal à 2, comme ici, vous avez le UV. Donc, le deux vecteurs UV, ça donne un parallélogramme. La surface de parallélogramme formée par UV, c'est exactement le déterminant de UV suivant la base canonique. Regardons ça plus en détail. Donc, je vais ici. Notons que ça s'ouvre. Voilà. On attend que ça charge. Voilà. Remarquez ici, on a deux vecteurs UV. Ça nous donne un parallélogramme ABDC. Quelle est sa surface? Sa surface, c'est exactement le déterminant de UV. Maintenant, si le UV sont collinières, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de surface. Donc, il n'y a pas de surface, ça veut dire que la surface est égale à 0. Mais qu'est-ce qu'on a dit lorsque le U et le V sont liés? Une matrice qui a deux colonnes liées. Son déterminant, c'est 0 aussi. Donc, le déterminant, ici, c'est 0. Donc, le déterminant de UV, ça donne la surface du parallélogramme formé par les deux vecteurs UV. La surface des parallélogrammes formés par UV égale la valeur absolue de déterminant de UV. La même chose est valable aussi pour le volume. Vous avez le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. Ça donne un parallélépipède. Maintenant, c'est quoi son volume? Ici, dans le cas 2, on a parlé de la surface. Ici, on parle de volume. Ben, le volume de ce parallélépipède formé par UVW, c'est exactement la valeur absolue du déterminant de UVW. Maintenant, si deux colonnes sont liées, ça veut dire si UV sont liées, on doit normalement pas avoir de volume. Regardez lorsque c'est bon. Lorsque les deux volumes, le UV, c'est lié. Voilà, le U s'approche, le V s'approche le V s'approche de U. Le V s'approche de U. Voilà, elle s'approche. Maintenant, elles sont collinières. Il n'y a pas de surface. Regardez, il n'y a pas de surface. Il n'y a pas de surface. Il n'y a pas de volume. Je vais répéter pour que vous voyez qu'il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volume, car le volume est 0. Et on a dit la même chose. Si deux vecteurs dont le déterminant sont liés, le déterminant égale à 0. Voilà, merci et
Comme ça, on a terminé le chapitre 3. La semaine prochaine, on va commencer le chapitre 4. Et je vais aussi faire la deuxième partie de TD2. Merci de votre attention et à la prochaine fois.